Bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette émission sous l'égide d'Eddy Marc et de l'UNIM Partenaire Alliance, qui s'inscrit dans une série qui sera dédiée aux questions d'éthique en santé. Alors aujourd'hui, j'ai 3 invités que je vais présenter sur une thématique qui est l'éthique de la fin de vie, et en particulier les questions éthiques dédiées à la médecine palliative. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Cyril Guillaumet à ma gauche, qui est professeur de médecine palliative. Il nous expliquera d'ailleurs que c'est devenu une spécialité. Et cette question de la médecine palliative, désormais, fait partie d'une compétence, voilà, y compris une compétence universitaire. Et il exerce en Normandie au CHU de Caen. J'ai à ma droite Madame Mylène Gouriot, qui est philosophe de formation, diplômée d'éthique en santé, et qui, elle, participe à l'animation de l'espace régional de réflexion éthique. Et on a toujours habitude de dire que l'éclairage des sciences humaines et sociales est important sur ces sujets-là, celui de la philosophie en particulier. Et puis, l'autre élément, celui de sciences humaines et sociales ayant trait à la sociologie, m'amène à vous présenter Guillaume Grandazzi, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Caen-Normandie. Donc en fait, avant de débattre, je pense qu'il faut poser quelques jalons. Je pense que la première question est de donner à nos interlocuteurs une définition de la médecine palliative et peut-être un premier regard sur l'évolution de la médecine palliative en France. Cyril Guillaumet, je vous donne la parole. Merci. Donc, la médecine palliative, c'est une médecine qui va concerner des soins continus, actifs, qu'on va délivrer auprès de personnes atteintes de maladies graves, incurables et évolutives ou en phase terminale, et qui va consister, après une évaluation globale de la personne, évaluation globale, ça signifie évaluer à la fois sa souffrance en termes de douleur physique, de douleur morale, de douleur aussi sociale et de douleur existentielle, spirituelle, d'amener des thérapeutiques et une prise en soin de toute cette souffrance pour lui permettre un accompagnement dans le cadre d'une amélioration de la qualité de vie. C'est une approche aussi qui va être en lien avec l'évaluation de la souffrance de la famille, des proches. Et tout ce travail va se faire en interdisciplinarité, puisque les équipes de soins palliatifs sont constituées de médecins, d'infirmiers avec des compétences acquises en soins palliatifs, des psychologues, des assistants sociaux et d'autres professionnels. Est-ce que, pour nos auditeurs, ce serait important quand même de dire un petit mot sur l'évolution de la médecine palliative depuis ces dernières années en France ? Cette évolution elle a été permise par la mise en place de plans nationaux de soins palliatifs. C'est devenu une vraie politique de santé publique avec des enjeux importants pour permettre un accès aux soins palliatifs au domicile et aussi à l'hôpital, en développant des équipes particulières, des équipes mobiles de soins palliatifs, des unités de soins palliatifs. Les équipes mobiles, elles peuvent intervenir à la fois à l'hôpital et puis au domicile, et en développant tous ces soins aussi avec les hospitalisations à domicile. Donc ça devient... c'est une évolution qui est en cours avec l'idée d'universitariser cette filière pour qu'elle devienne vraiment plus spécifique et plus spécialisée. D'accord. Donc en fait, voilà, une compétence médicale qui devient une spécialité de manière à, on va dire, améliorer les connaissances et la pratique des soins sur l'ensemble du territoire. Alors merci beaucoup Cyril. Alors on est accompagné sur ce plateau de nos collègues qui ne sont pas médecins, parce que c'est l'intérêt de l'éthique que de s'offrir au débat, au questionnement et aux questions de société en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet quand même sur cette question de la fin de vie très très souvent posé, qui est quelle place on donne aux aidants. Les aidants étant les proches, les amis, les familles, plusieurs concepts. Et donc je veux savoir en pratique, voilà, en fonction des lieux, en fonction des typologies de soins, finalement ces proches, quelle place ils prennent dans le dispositif ? Alors c'est vrai que la question de la place du proche est majeure pour l'accompagnement de ces patients dans leur maladie, du diagnostic jusqu'à la fin de vie. Leur place va être aussi différente en fonction de là où sera la personne. À domicile, ils deviennent vraiment des accompagnants à la fois dans les soins, dans le nursing,
pour permettre un maintien à domicile au maximum. Ils vont être là également pour reprendre aussi les diagnostics, l'évolution de la maladie. Ils peuvent prendre aussi une place de personne de confiance, qui est un rôle défini par la loi. Et ça sert à quoi cette personne de confiance ? Alors la personne de confiance, elle va être là pour témoigner de ce qu'aurait souhaité la personne à partir du moment où celle-ci ne pourrait pas s'exprimer, n'aurait pas écrit de directive anticipée. D'accord, donc la place des aidants, c'est évident, hein. On ne peut pas se passer des aidants. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, donc Guillaume Grandazzi, qui est sociologue, qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'éthique en santé, finalement, on sent qu'il y a une relation à l'autre. Et c'est quoi la nature de l'aide dans ce dispositif, finalement ? Alors, l'aide apportée par les aidants, les proches, vers les patients, notre collègue en a parlé tout de suite un petit peu, mais on peut la définir autour de 4 dimensions principales. Il y a une aide matérielle qu'apportent les proches. Hein. On peut déployer des ressources matérielles, adapter le domicile, par exemple, quand il y a une hospitalisation à domicile, etc. Il y a une dimension cognitive de l'aide, c'est-à-dire qu'on peut apporter des informations au patient, l'aider à mieux comprendre un certain nombre d'informations, notamment aussi, on sait bien qu'on compte beaucoup sur les proches quand il s'agit des dispositifs d'annonce, par exemple, pour accompagner le patient autour de ça. Il y a une dimension extrêmement importante et qui est souvent rappelée par les proches dans les enquêtes aussi qui ont lieu, c'est la dimension affective. C'est-à-dire qu'on peut aider quelqu'un simplement en l'aimant, en l'écoutant, en l'accompagnant, en étant autour de lui. Et quand on regarde, il y a des enquêtes qui ont été faites sur les proches de patients atteints de cancer, à 95%, les gens disent que l'aide principale qu'ils apportent aux patients, c'est une aide morale, un soutien moral en fait, qui se renvoie à cette dimension affective. Et la 4e dimension, c'est une dimension, on va dire, plus normative. C'est-à-dire qu'on peut aider quelqu'un aussi en l'accompagnant, en le soutenant dans le rôle qu'il joue dans la maladie, et ce, au regard de normes et de valeurs qui sont partagées dans la société, etc. Et donc c'est une dimension aussi importante de l'aide, et l'aide en fait recoupe et c'est pour ça que le travail des aidants, enfin on parle de travail, hein, où il y a des sociologues qui ont parlé de travail des aidants parce que c'est un travail qui est souvent invisible, mais qui est essentiel finalement à la prise en charge faite par les soignants et qui est très complémentaire à l'aide apportée par les soignants. Merci beaucoup Guillaume. Mais donc finalement on est dans quelque chose autour de la finitude, de l'accompagnement, du collectif. Comme on a la chance d'avoir une philosophe avec nous, avec Mylène Gouriot qui est à ma droite, en fait le regard de la philosophe sur ces questions de solidarité, de compassion, quel est-il et finalement qu'est-ce qui nous nourrit dans tout ça ? Bien, sur ce type de sujet, on a un rapport direct avec la conception de la mort déjà, qui a beaucoup évolué entre le Moyen-Âge, la période de réification du patient, c'est-à-dire une mort très scientifisée pendant un long moment de la médecine qui était devenue très scientifique, une mort qui était conçue aussi comme un accident finalement, ou en tout cas comme un échec de la médecine. Aujourd'hui, on peut dire que le temps de la mort s'est allongé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a une mort qui prend du temps. Et la place des proches et des aidants dans ce type de contexte, c'est aussi d'entourer la personne en portant sa biographie, son existence, lui assurant une forme, à travers la compassion et la sollicitude dont tu parlais, Guillaume, un contexte familier, c'est-à-dire réhumaniser une mort, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit finalement à domicile, avec cet appareillage qui est essentiel pour aider à soulager la souffrance des personnes. Et ça nous rappelle, les proches sont là pour nous rappeler que la mort, c'est évidemment finalement d'une manière tout à fait essentielle, un moment de notre existence. Et cette existence, elle est portée par ceux qu'on aime et qui nous accompagne et qui fait qu'au bout du compte, on peut compter sur le fait que ce soit plus simplement un accident ou un échec de la médecine, mais que ce soit, avec ce temps dont nous disposons et que la médecine nous permet d'avoir, que ce soit
un retour sur notre vie. Et les proches sont là pour réhumaniser notre fin de vie et notre finitude. Merci Mylène, c'est toujours captivant d'avoir vos regards à tous les deux, mais c'est vrai que je rebondis sur cette question de la mort qui serait vécue comme un échec. La question est quand même très importante pour la médecine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fin de vie ne doit plus être vécue comme un échec, en tout cas pas comme un échec de compétences, au contraire comme une mobilisation de compétences pour accompagner au mieux jusqu'au dernier moment. Absolument, et c'est ce qui est notable. Après une longue époque de déshumanisation technique de la mort, c'est très important de voir comment les proches retrouvent leur place aux côtés des mourants pour redonner finalement, et je crois que c'est Guillaume qui avait évoqué cela dans un de ses articles, pour ne pas rajouter la mort sociale à la mort effective et existentielle. Juste un petit mot, moi, qui me tient à cœur, quand même, sur cette question du risque de mort sociale, c'est qu'on parle des aidants. Il faudra définir les périmètres parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans notre société. Il y a des gens qui n'ont pas de proches. Donc les aidants, ce n'est pas que les proches. Les aidants, ça peut être aussi des bénévoles, des associations, des gens, comme disait, on va dire, nos anciens philosophes, dont je parle, M. Platon, des gens qui passent par là, qui passent par là et qui sont dans la relation d'entraide. Donc c'est important. Mais alors, si on abordait un sujet qui est important, justement, on dit que leur place est importante, mais on imagine aussi la question de la souffrance ou de la pénibilité pour ces aidants. Enfin, il y a forcément quelque chose qui est important à être, mais qui est certainement dur aussi à vivre. Et donc, je ne sais pas, peut-être, Guillaume, cette question finalement des aidants, de leur éventuelle souffrance, de leur accompagnement, qu'est-ce qu'on peut en dire dans la société ? Ce qu'on peut en dire déjà, c'est que c'est une prise en compte assez récente, qu'on se préoccupe du soutien qu'on peut apporter aux aidants. Parce que les aidants apportent de l'aide aux patients, mais eux aussi ont besoin du soutien. Et on s'est pendant longtemps peu préoccupé des familles, des proches des patients. Même à l'inverse, pendant longtemps, les familles ont plutôt été considérées comme des problèmes pour les soignants. C'est-à-dire que les familles à l'hôpital, on n'en avait pas trop envie. On s'occupait du patient et on ne s'occupait pas du patient en le prenant en compte comme un individu inscrit dans un environnement familial, social, professionnel, comme un sujet social. Et ça, ça a conduit à ce qu'on se préoccupe assez peu des familles, voire qu'on les rejette un petit peu. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les familles étaient aussi quand même en partie des victimes. Des victimes collatérales de la maladie, parce qu'elles subissaient un stress important quand un des leurs était atteint par une pathologie, et qu'il fallait prendre en compte cette souffrance et l'accompagner en faisant finalement des patients secondaires qui nécessitent aussi un soutien particulier, un accompagnement particulier, parfois des moments de répit quand il s'agit des maladies chroniques, etc. Et donc ça c'est un phénomène assez récent finalement. Et puis, on s'est aussi rendu compte que les familles apportaient, comme on l'a dit, un énorme soutien aux patients. Et donc, on ne pouvait pas faire sans les familles, en fait. Sans tout ce travail réalisé par les proches, les aidants, les familles, etc., quelle que soit la façon dont on les nomme, le travail des professionnels soignants ne peut pas avoir lieu, tout simplement. Alors, ça pose le problème, évidemment, comme tu le disais, Grégoire, des gens qui n'ont pas de proches, qui n'ont pas d'aidants et qu'on renvoie quand même, ou qu'on cherche à renvoyer quelque part, chez eux ou ailleurs, dans une structure qui pourra les accompagner. Mais le système se repose beaucoup et de plus en plus sur les aidants. Et le problème, c'est que les aidants n'ont pas toujours le choix, finalement. C'est un choix un peu contraint. Et encore une fois, je parlais des enquêtes qui sont faites tout à l'heure. Les enquêtes montrent aussi que beaucoup de gens disent soit que c'était une évidence pour eux, parce qu'il y a une sorte de prise de conscience, finalement, de cette assignation aux soins qui est faite aux proches. Et donc, ils ont le sentiment de ne pas avoir le choix, que c'est évident, c'est naturel, entre guillemets, comme on parle des aidants naturels, soit que personne d'autre voulait le faire. Et donc, ils se retrouvent dans cette situation aussi contrainte, où ils sont les seuls à pouvoir venir en aide à leurs proches malades, et avec toutes les conséquences, éventuellement, qui peuvent s'en suivre, comme on parle du fardeau des aidants, etc. Les conséquences à la fois physiques, parce que les gens aussi s'occupent moins d'eux qu'ils s'occupent de leurs proches, mais aussi psychologiques et plus largement social. Ouais, dans le soignant, on est dans une vraie tension éthique parce qu'on a recours aux aidants parce qu'on s'est dit désormais ils sont indispensables au parcours de prise en charge et en même temps
on risque de les affaiblir, voire même de les rendre malades. Donc il y a beaucoup de données sur la question des retombées pour les dents, des retombées économiques, la question des arrêts de travail, de perte de revenus, la question des coûts de transport, la question effectivement de la négligence de sa propre prise en charge. Moi, je me rappelle toujours cette étude qui rappelait que si on regardait les dépistages des cancers, on avait montré que pendant ces périodes, par exemple, où on était en relation d'aide, on s'occupait de celui à aider, mais plus de soi-même, et on ne faisait pas, par exemple, ces dépistages. Donc, c'est des vraies questions. Moi, ce qui, du coup, m'interroge, c'est finalement, c'est des autres acteurs à accompagner et à soigner les aidants. Et dans les services, ou alors au niveau du ministère, Cyril, finalement, concrètement, comment ça se passe, comment on se préoccupe de ces aidants? Dans le cadre de l'évaluation et des échanges qu'on peut avoir avec les patients et aussi avec les familles, on a à cœur de voir avec eux s'ils ont besoin d'une aide psychologique, de cet accompagnement psychologique, puisque les situations palliatives peuvent être longues aussi, c'est des temps longs. Et du coup, ces moments-là nécessitent cet accompagnement. Donc, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. À l'hôpital, souvent, ils arrivent en phase de crise. Souvent, les entrées à l'hôpital, le patient, c'est une phase de crise. Et du coup, ça permet à un moment donné à la famille, aux proches, de poser leur valise sur ce moment de crise pour aborder justement leur souffrance à eux. Parce qu'on sait très bien que si la souffrance perdure aussi et n'est pas accompagnée, ça remet en cause aussi pour le patient une éventuelle sortie à domicile, avec quand même dans l'idée actuellement que les patients souhaitent au maximum être chez eux et mourir à domicile. Donc ça, c'est une vraie question. Et je rebondis effectivement sur ce que vous disiez déjà, c'est qu'on crée de la vulnérabilité auprès de ces aidants, à pousser parfois des soins aussi au domicile et des situations de souffrance. Et donc, il faut vraiment s'en préoccuper. Alors, concrètement, on peut dire qu'il y a aussi des choses, comme j'évoquais, autour de la matérialité. Alors, on voit bien comment dans la dimension psychologique et relationnelle, on va être attentif à eux, mais sur la question de la matérialité, alors en étant non pas bassement pragmatique, mais quand même, j'évoquais tout à l'heure les incidences sur un parcours professionnel, sur des revenus familiaux. Il y a une prise de conscience d'un besoin, il y a des aides qui sont pensées pour les aidants. Alors, il y a des aides effectivement qui peuvent être mises en place justement pour augmenter le temps humain au domicile, sachant que en soins palliatifs, les équipes de soins palliatifs, elles travaillent aussi avec des bénévoles d'accompagnement qui peuvent être là sur des moments à domicile pour que l'aidant puisse aller faire ses courses, aller chercher les enfants à l'école. Sur le plan financier, il existe des congés de solidarité familiale qui permettent d'avoir des indemnités en fonction de l'entreprise dans laquelle elle travaille et sur un délai qui doit être décidé aussi avec l'employeur. Après, c'est aussi de la solidarité à l'intérieur de l'entreprise où les autres collègues peuvent donner des RTT pour être plus à domicile grâce aux RTT des autres personnes. Et puis, il y a des mutuelles aussi qui permettent un accès à des temps, un accès financier pour prendre le temps d'être plus présent à domicile. Et ça rejoint un vrai besoin. Enfin, dans le service où tu travailles ou dans les réseaux que tu animes en Normandie, c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin, mais du coup qui reste aussi insuffisant parfois parce que l'aide humaine au domicile, c'est parfois du 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça, c'est une forme d'asservissement. Je trouve ça assez paradoxal parce que quand on parle de souffrance, pendant très longtemps, la souffrance des accompagnants ou des proches, c'était le fait finalement de subir une situation dans laquelle on leur interdisait d'intervenir sous prétexte que la fin de vie était une question technique réservée finalement aux professionnels. Et puis, reprenant un peu, je dirais, quittant cette fonction de subir et pouvant agir dans la situation, aujourd'hui on est presque dans un déséquilibre inversé où effectivement les soignants et les proches vont être sursollicités et finalement dans un épuisement émotionnel et existentiel parce que ça dure et parce que c'est dur. Ouais, puis c'est d'autant plus important, Mylène, que d'aucuns ont écrit dans la réflexion qu'il y a
plan national, vous savez, sur l'accompagnement de la fin de vie, que dans une société qui manquerait de moyens ou qui n'investirait pas assez, eh ben, on pourrait avoir aisément tendance à se reposer abusivement sur les proches et à presque les transformer comme soignants, de leur demander de remplacer une aide-soignante, de remplacer une infirmière. Et elle est là aussi toute la subtilité. Peut-être que Cyril peut nous dire un petit regard là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien leur présence, mais on voit bien la nécessité de définir une limite pour les protéger, mais on pourrait bien avoir la tentation d'une puissance publique de dire on pourrait faire des économies en asservissant les soignants à des missions qui effectivement seraient des missions de soins trop lourdes. Et du coup, on reverrait aussi à l'égalité des inégalités sociales, puisque ceux qui auraient des proches seraient mieux accompagnés versus ceux qui n'en auraient pas. Donc je trouve que c'est intéressant votre dialogue quand même, mais on le sent quand même, ce risque potentiel d'en faire trop peser sur les épaules des aidants ou pas? On le sent à domicile, à partir du moment, en tout cas, de mon regard de médecin plutôt à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, on sent que les aidants sont allés des fois jusqu'à un épuisement de l'aidant, avec des fois des impossibilités aussi pour eux d'arrêter d'être dans l'aide aux soins, voudraient faire les soins aussi à l'hôpital comme ils le faisaient à la maison, et l'hôpital est très structuré pour que les soins soient délégués à des compétences de professionnels. Et là, on voit aussi les limites de ce qu'on attend de l'aidant à domicile, parce qu'on pousse les choses, on demande beaucoup aux aidants. Et la limite, elle est très difficile à définir, notamment à domicile. On voit que c'est un sujet majeur. La population vieillit. On a vu les débats sur le grand âge pendant la crise Covid, que la question de la qualité de la fin de vie est finalement posée. Comment, je regarde vers Cyril parce que c'est comme toi le spécialiste du domaine, tu es l'expert, comment tu vois les perspectives d'évolution de ce champ de l'accompagnement de la mort dans notre société, de ce besoin finalement de médicalisation et de son organisation qui est quand même un challenge colossal pour une société comme la nôtre. Effectivement, c'est vrai que c'est une médecine à la fois technique, voire parfois très technique, et aussi une médecine de la relation, alors, médecine où on soigne vraiment de la relation, des soins humains. On a une population qui dit vouloir être accompagnée jusqu'à la fin à domicile, au maximum en tout cas à domicile. Donc ça va impliquer énormément la place de l'aidant. C'est ce qui est repris là actuellement dans le plan national de développement des soins palliatifs, où il y a une vraie réflexion autour du mourir à domicile et de voir comment on peut apporter à la fois tous ces soins techniques nécessaires tout en étant dans la relation au domicile avec une place de l'aidant sur laquelle il va falloir vraiment c'est une place sur laquelle il va falloir vraiment être très attentif. Très attentif. D'accord, donc il y a un message d'espérance, mais aussi de nécessaire vigilance pour être sûr que notre société ne loupe pas cet enjeu important. Alors là, il est, je vais dire malheureusement, le temps de nous quitter, mais c'était captivant. Et puis je pense qu'à chaque fois, c'est le principe de ces émissions, on sème des petits cailloux pour permettre à ceux qui nous écoutent de réfléchir, d'être sensibilisés, de débattre. Et en tout cas, un grand merci à vous trois pour vos éclairages respectifs et complémentaires. Et puis à très bientôt. Merci. Merci. Si.